sur cette histoire, je rappelle d'un sujet quand même assez essentiel, où on était parti sur une Mishnah dans Perek Kohen Gadol dans Nazir, où on nous expliquait que pour qu'un Kal Vachomer fonctionne, euh, que d'une part, un Kal Vachomer, comme on l'a évoqué dans Zachim, c'est transférable, c'est-à-dire qu'un Kal Vachomer qui, sur un pasouk, ça indigne des Horaïta. Donc, on peut construire un Kalvachomer sur une halakha qu'on a apprise par un Kalvachomer, une sorte de transitivité du Kalvachomer. On reste dans du Deoraita, du Torah chez Birtav, on peut dire. Mais par contre, s'il y a quand Kalvachomer, euh, ça c'était la discussion entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer. À propos, je rappelle donc, parce que c'est un sujet un peu complexe, Rabbi Akiva, l'élève de Rabbi Eliezer, il voulait faire un calvachomer à propos du nazir. On sait que le nazir ne devient pas tamé, enfin ne- ne transgresse pas son... Il entre dans une pièce où se trouve un morceau d'os, d'accord. Parce que, de façon générale, un morceau d'os, s'il n'y a pas de chair dessus, ça ne transmet pas la touma de BOL, d'accord, sous un toit. Un os sec, ça veut dire? Un os sec, quoi. C'est-à-dire que normalement, pour qu'il y ait touma tmet, euh, soit, euh, soit s'il n'y a pas un membre entier, au moins un kazaïd de chair. Ok. Et si c'est un os sec sur lequel il n'y a pas un kazaïd de chair, ou si c'est par exemple même, on va dire, phalange, une phalange qui est un membre, ok, chair dessus pour que si la personne était vivante et que ce bout de membre était rattaché à lui, que la plaie puisse guérir. C'est une plaie qui ne peut pas guérir et qu'il n'y a pas donc un bout d'os sec, ça ne transmet pas la touma BOL. Par contre, un nazir qui soulèverait ou qui toucherait un bout d'os comme ça, il transgresse sa nésiroute. Comme n'importe quelle personne qui touche un bout d'os. Et donc, le mélamède, c'est ça. Un nazir, il est, enfin, un nazir qui le touche devient tamé. Euh, Dame, c'est-à-dire qui est pas, qui est, qu'on fait équivaloir à un kazaïd de Bassar. D'accord. Kazaïd, c'est pour solide, révite, c'est pour les liquides. On dit le sang, c'est comme de la chair, et donc un révite de sang, c'est comme un kazaïd de chair. Et donc, c'est métamé béorel. Et donc, Rabbi Akiva dit Kalvachomer qu'un nazir qui va toucher ou soulever un révite de sang, il a transgressé sa nésiroute. Ok. Et Rabbi Eliezer lui dit, non, mais tu ne peux pas faire un Kalvachomer sur la base d'une halakha le Moshe Missinaï. Et la discussion qu'il y a dans la Gemara, c'est qu'est-ce qui exactement ici est halakha le Moshe Missinaï? Est-ce que c'est le fait qu'un nazir, ou est-ce que c'est le fait que Révi Dam soit Metame Beoel? C'est quoi le prix de pourquoi on a besoin de la feuille de Michelin pour le nazir qui touche le bout d'os? Alors, Parce que c'est sec. on va voir ça. Je me suis cassé la tête pour comprendre c'est quoi exactement le truc. Et en fait, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui qui va nous Ok. éclairer. Donc, on avait vu la dernière fois que Rachi expliquait, et finalement, la Gemara, elle explique non. Ce qui est problématique ici, c'est de toucher, que le fait pour le nazir de toucher un bout d'os, Rachi, explicité par le Corban Aaron, disait voilà, euh, si le problème c'est le fait de
de toucher un bout d'os, qui est la halakha Moshe Sinaï, ça veut dire que même si Revi Dam est, euh, est un din de Torah Shebirtav, alors qu'on l'apprend par une dracha de Torah Shebirtav, on ne peut pas transférer la propriété qui est halakha Moshe Sinaï. Autrement dit, il faut que les deux soient Torah Shebirtav. Et la propriété qu'on va transférer, et la propriété qui est la khumra du lamed, qui opère le transfert. Et l'alternative, c'est si c'est Revi Dam qui est à la Chalem Moshe Sinaï, ça veut dire on ne peut pas transférer la propriété d'être depuis l'os sur le sang, la notion qui va servir de support à cette transposition et à la Chalem Moshe Sinaï. Okay. Donc la question, c'est de savoir, est-ce que c'est la propriété qu'a la Chalem Moshe Sinaï qui ne peut pas être transférée, ou est-ce que c'est qui est pas qui est à la Chalem Sinaï sur laquelle on ne peut pas transférer. Mais dans le deuxième cas, dit Rashi, on pourrait envisager, s'il n'y avait pas cette réfutation-là, si on avait un sujet qui en lui-même est à la Chalem Moshe Sinaï, non, si on a un sujet qui en lui-même est un digne de Torah Shebirtav, on pourrait lui transférer une halakha les Moshe Sinaï. Okay. C'est-à-dire qu'on ne peut pas transférer une halakha les Moshe Sinaï, mais il faut que les deux soient Torah Shebirtav. Okay. C'est là où on est arrivé. Donc ça, c'est l'explication de Rashi. Maintenant, on prend l'explication de Tosfot. Donc toujours là-bas, en fait, c'est plus précisément dans Nazir, Nun, Zayin, Amoud Aleph, puisque la Mishnah, elle est au Hamoud précédent, la Gemara, elle est au Hamoud suivant, et c'est là qu'il y a le Tosfot, et là où il y a Rashi aussi. Donc, et ça, c'est le texte qu'on a, donc. Veri ba la Tosfot, Hosif lakar, baiser, le mot. Donc, il rajoute des précisions. Qu'est-ce que ça veut dire que ce serait l'histoire de l'os qui fait transgresser la Nézirut qui serait à la Chalem Moshe Sinaï? Des Mekara loate, dirtiv. Tu es en Dalet dans la deuxième colonne. Okay. Alors là, il y a une faute dans le Tosfot, qui est rapporté au Korban Aaron, mais même dans le Tosfot, je me suis cassé la tête parce que je comprenais pas. C'est pour ça, Klal Gadol, quand on fait la Gemara et qu'on fait comme ça des drachot de psukim, il faut toujours aller voir exactement de quel pasuk on parle. C'est-à-dire tout bête, mais tu crois que ça y est, parce que Tosfot il te cite le pasuk, tu comprends de quoi on parle. Non, c'est pas du tout ça, et en fait tu vas voir que ça marche pas comme ça. Ok, et donc on va corriger tout de suite en direct Tosfot, parce que en fait la question elle est comme ça. Vous allez voir, je prends tchac Tanar, c'est comme ça. Donc le pasouk dont parle le Riazaken, en fait le Riazaken, son problème, c'est de se dire, attends, c'est quoi cette histoire qu'on discute, lequel est halakha les Moshe Sinaï et lequel est Torah Shebirtav? De quel psukim on parle exactement et comment on est doré chez psukim ou pas? Okay. Donc il dit comme ça, en fait. Il dit, donc, si on dit que c'est l'histoire que le nazir se transgresse sa nésiroute en touchant un bout d'os, d'accord? Qu'est-ce que c'est, dans quelle hypothèse est-ce que ça c'est halakha les Moshe Sinaï et qu'on l'apprend pas du pasuk? Okay? Il dit des mikara loate, parce qu'on pourrait pas le tirer du pasuk. Pourquoi? Dirtiv akol nafshot met lo yavo. Là il y a une erreur, une grosse erreur, parce qu'en fait ce pasuk là il est pas dans Nazir.
Le pasouk dans Nazir, il est légèrement différent. Mais effectivement, si vous faites comme une brute technologique comme moi, et en tapant dans Sefaria Kol Nafshot Met, vous tombez pas sur le pasouk de Nazir. Le pasouk de Nazir, c'est donc en Bamidbar 6:6. Il y a marqué Kol Yeme Haziro Lachem Al Nefesh Met Lo Yavo. D'accord? Midé de Metame Bebiya Verevida, etc. Ok? Parce que donc, il faut bien comprendre. En fait, Ria Zakai il est en train de nous dire, nous dans notre tête, on a un schéma qui est un peu basique. On se dit, ouais, on a appris au Talmud Torah on apprend ça. Je sais pas si on apprend ça au Talmud Torah. On a appris ça à l'école juive. Non, c'est pas à l'école juive. On a appris un jour, on sait plus où, que un nazir a pas le droit de se rendre impur vis-à-vis de la mort. Okay? Ça, c'est ce qu'on apprend. En réalité, c'est pas si pachouf que ça. C'est pas si pachouf que ça, parce que le seul pasouk qui parle du contact avec la mort pour un nazir, c'est ce pasouk-là qui dit Al nefesh met lo yavo. D'accord? Littéralement, il n'entrera pas sur la vitalité d'un mort, okay? Ou l'âme d'un mort. Autrement dit, on serait tenté de traduire il n'entrera pas dans une pièce où se trouve un mort. Okay? Parce que de fait, l'autre pasouk qui est parallèle, et c'est celui avec lequel même les éditeurs de Tosfot l'ont confondu, il est dit à propos du Kohen Gadol. Et il dit comme ça. Hop là. Pardon, ça arrive. Mais c'est pas possible. Je m'embrouille les doigts avec mon clavier. C'est vraiment... Ouais, voilà, je trouve plus. Super. Voilà. C'est dans Vayikra 21:11, où à propos du Kohen Gadol, on nous dit Ve'al kol nafshot met lo yavo, le aviv ou le imo lo yitama. Okay? Là-bas, le sens il est clair pour la tradition au moins. Où ça veut dire le Kohen Gadol n'a pas le droit de se rendre impur en rentrant dans une pièce où se trouve un cadavre, même si c'est son père ou sa mère. Okay? On comprend dans le contexte, parce qu'en réalité, puisqu'on parle de son père et de sa mère, c'est pas stam qu'il a touché un cadavre qu'il a trouvé sur le bord de la route. C'est qu'il peut pas participer aux funérailles de ses parents, il peut pas se trouver dans la même pièce que le cadavre de ses parents, le Kohen Gadol. Okay? Donc en réalité, ce lachon-là de Al Nefesh Met Lo Yavo, qu'on retrouvait dans le Kohen Gadol et dans le Nazir, dans le Kohen Gadol, c'est clair qu'il faut qu'il mette une pancarte, c'est pas possible. Toutes les semaines, c'est la même chose. D'accord? Ce langage de Al Nafshot Met Lo Yavo, c'est en bas. Ça parle de Tumat Met Beoel, le fait de ne pas se trouver dans la même pièce qu'un cadavre. Ça parle pas de la Touma d'un mort en général. Donc, on est fondé à supposer que quand pour le Nazir on nous dit Al Kol Nefesh Met Lo Yavo, le seul interdit concernant la mort pour un Nazir, c'est de se trouver sous le même toit qu'un cadavre. Tumat Oel. Mais il y a rien dans les psukim qui dit explicitement qu'un nazir transgresse sa nizirut s'il touche un cadavre ou un bout de cadavre.
Ça vient de, parce que c'est lo yavo, et Lo il y a yavo. marqué lo yiga. Ouais, voilà, il y a marqué le yiga, d'accord? C'est dans les halakhot générales sur le fait dans para douma, d'accord, des cendres de la vache rousse pour la purification quand on a touché un mort. Là, on va nous parler que quelqu'un qui a touché un mort, il est tamé et que donc il doit se purifier, ok? Mais il y a nulle part marqué que un nazir qui devient impur au contact d'un mort a transgressé sa naziroute. On nous dit juste un nazir qui est rentré sous le même toit qu'un mort, il a transgressé sa naziroute. Okay. D'accord, donc il peut supporter en tant que nazir une forme d'impureté. On aurait pu croire ça. On aurait pu croire ça. Okay. Et de fait, la halakha, elle est pas comme ça. La halakha, elle est que même s'il touche, c'est ce qu'on vient de nous dire, même s'il touche un bout d'os, il a transgressé sa naziroute. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que ça, on l'apprend de notre verset, ou est-ce que c'est une halakha de Moshe Misinaï? Okay. Parce que le pasuk qui dit, voilà, et on apprend que midé des métamé bébi, hein, il devient tamé en entrant dans une pièce, ok. Oh dilma revi dam halacha, d'accord, ou peut-être que non, ne va pas de tordre la tête. Le fait, quand la Torah a dit qu'un nazir ne peut pas s'approcher d'un mort, ça veut dire n'importe quelle impureté concernant la mort, y compris le toucher. Mais par contre, c'est cette histoire de dire que un révi de sang est métamé BOL au même titre qu'un kazaïd de chair. D'accord? Pourquoi? Parce que là, on bascule sur l'autre pasouk, dans le pasouk dans Vayikra, ok? Où là, on nous dit au Dilma, donc révi dam alacha chez métamé BOL, des litlaou nefash l'infshot met, les révi dam, d'accord? Parce que quand, à propos du Kohen Gadol, on nous dit alcool nafshot met lo yavo le aviv ou limo, d'accord? Rashi, se basant sur la Gemara, Istama, nous dit, ou sur le Sifra plutôt, je crois. Non, c'est dans Sanhedrin, Masechet Sanhedrin, Dalet Amud Bet, on nous dit, Al-Kol Nafshot Met, là-bas, dans Sanhedrin, on apprend les Avi Revi Daminam Met, chez Metame Beoel, d'accord? Parce que le Kol, vient inclure non seulement un vrai cadavre, mais aussi, tout simplement, un révit de sang. Okay. Mais, ça, la Gemara l'a peut-être tranché ailleurs, mais au niveau des Tanaïm, peut-être qu'il y a une discussion qu'ils sont pas d'accord avec cette dracha-là. Pourquoi? Parce que, des Adraba, Mashma Chatzel Lug, d'accord? Peut-être que la quantité de sang, c'est pas un révite, mais c'est deux révites. Chatzilouk, c'est deux révites, d'accord? Là, c'est pour le Kohen Gadol ou c'est pour... C'est pour le Kohen Gadol, mais finalement, c'est pour tout le monde. C'est pour parce que de ce verset-là, on apprend de cette dracha sur le Kohen Gadol, on apprend les lois générales des quantités de ce mot précis. Kol nafshot met, qui est un peu, tu vois, on pourrait dire, al met, ou al kol nefesh met, d'accord? Ou al nefesh met. Comment vous le traduisez? Alors, c'est-à-dire, kol, c'est tout. Et nafshot, c'est le pluriel, d'accord? Donc, on aurait pu dire tout simplement al nefesh met, sur un être vivant. Si on dit sur tout être vivant au pluriel, d'accord? Ça fait beaucoup de généralisations qui viennent s'ajouter là-dessus, d'accord? Un kol qui généralise et un pluriel qui en rajoute en plus. Donc, dit le Riazaken, on aurait pu penser que comme il dit shiur shten nafshot, shten nefashot, d'accord? Vu que nefashot il est au pluriel, on aurait pu penser que oui, d'accord, bon, nefesh c'est un révite, mais vu que on a ce pluriel qu'on ne s'explique pas, on apprend certes par la dracha que le sang est aussi métamé beoel, mais on apprend deux fois la quantité minimale, donc deux révites, ok? Et que ce qu'on apprendrait dans la dracha, c'est juste que le sang est métamé beoel, mais le fait que ce soit précisément un révite qui est métamé beoel, ça, ce sera la Chal Moshe Misinaï, dit le Riazaken. D'accord? La Chal Misinaï, ou des métamé beoel be révite. Mais ça, on prétendrait l'élargir pour le Nazira ou pas?
Oui, on Alors que pour l'os, on le déduit pas finalement, on le déduit pas du verset sur le Oui, Kohen mais Gadol. parce que pour le coup, le verset du Nazir parle du fait de la Touma Beoel. D'accord, Voilà. ok. C'est le truc. Donc, et le Korban Aaron continue, Re, Ve'aven, donc faut bien comprendre, Shelo Hosifu al Perush Asugia Atosfot al Mashi Piresh Rashi, d'accord? Parce que le commentaire du Réazakan, il vient pas, contredire Rashi, rajouter des élaborations sur Rashi. Et là, Beshte Advarim Asher Sipek Baem, Safak Baem plutôt, Shem Alacha, ou Kshalayim, d'accord? En réalité, la seule chose qui vient de rajouter, c'est cette question sur où se loge ce doute sur savoir lesquels des deux halachot et halacha les Moshe Misinaï. Kilama lo namar shem mikare, d'accord? Pourquoi est-ce que finalement on dit pas, mais non, mais les deux viennent des psukim, tu vois? Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer ont l'air d'être d'accord qu'il y en a un des deux qui a halacha les Moshe Misinaï, ils savent pas lequel, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas des drachot pour les deux, d'accord? Les Amar des Be'etzel qui sera Ahayot Nazir Megaleh Achalav, I Eshar Lomar de Mikarate. D'accord? Donc c'est là qu'il nous explique que le fait de toucher un os pour le Nazir, ça peut pas venir du verset. Adrabakara Amar Lo Yavo, le verset il dit que c'est un problème de rentrer dans une pièce. Havad Arshinan Mideh de Metame Bebia, Be'etzel qui sera Eno Metame Bebia. D'accord? Vegam Mashe Safa Kadrevida Mi Metame Beoel Vu. D'accord? C'est vrai que le passouk qui dit kol nafshot met et on nous dit le sang c'est le nefesh, donc ok, kol nafshot met ça parle du sang. Im kol ze hava amrinan de midamar nafshot shem shtaim, vu que nafshot c'est au pluriel, donc c'est au moins deux. Nired eno megalach ela al shte reviot, shem shte nefashot. D'accord? Donc on aurait pu penser que le sang n'est métamé BOL et donc le nazir ne transgresse la naziroute que pour une double quantité de sang. Imlo shaya musa masur mipne sherevid dam dai, d'accord? Sauf que là on aurait donc une transmission orale que ça suffit un seul révite. Mais cachez-les alors ça, on a bien expliqué. Vas-y. Juste, là, comme vous avez dit pour Nazir dans la Gemara, ouais. Moi j'avais compris, j'avais regardé après le cours, mais moi j'avais compris qu'ils considéraient que les deux étaient la Torah orale, mais la question qui se posait, c'est de savoir lequel faisait qu'on dit, non, tu peux pas faire le raisonnement, le calvar Homer. Mais j'avais compris que moi, pour eux, les deux étaient non. Ce qu'on avait vu, c'était est-ce que le problème, parce que non, le problème. Enfin, moi, il me semblait que ce qu'on avait vu, c'était que soit c'était Rachid qui disait ça, soit c'était si on considérait que la Gemara elle concluait par c'est attendez les gars, l'os, il touche l'os, il touche l'os, il est sous la tente, et là c'est... et le sang sous la tente. Oui, voilà, le sang sous la tente. Soit on considérait que c'était le sang sous la tente qui posait problème, voilà. Et dans ce cas-là, ça voulait dire que pour un calvar Homer, il fallait que les deux, ça voulait dire que les deux devaient être... Non, c'est l'inverse. C'est soit le problème, je refais pas tout le oui, c'est ça, c'est l'inverse. Soit c'est l'os qui pose problème, et donc ça veut dire qu'il faut que les deux soient Torah Shevirtav, soit c'est le sang qui pose problème, et ça veut dire que si le sang ne posait pas problème, alors on pourrait transférer la propriété de l'os sur le sang, même si cette propriété de l'os était à la Chalem Moshe Misinaï. C'est ça qu'on a vu. Et donc, effectivement, comme il va le dire maintenant, on a deux problèmes. D'une part, pourquoi est-ce qu'on a dit que je vais lire parce que sinon on va se répéter. Mais cachez les baisers, d'accord? Il dit j'ai un problème. Lama baou beshne gvulim elu mekal vachomer velo baou al agvul ashlishi. D'accord? Pourquoi est-ce que il pose la question sur ces deux termes-là, de savoir est-ce que lequel des deux est halakha le Moshe Misinaï? Pourquoi il pose pas la question sur le troisième terme? D'accord? Veze, chez les Kalvachomer, yesh lanu shlosha gvulim, que Moshe amarnu lema là, parce qu'on a bien vu qu'il y avait trois termes dans un Kalvachomer, d'accord?
והרי לך שגבולים שבזה הקל וחומר עצם כסורה שאינו מטמא אוהל אחד. D'accord? Et ici, c'est quoi les trois termes du קל וחומר? C'est le premier, que un bout d'os ne transmet pas la touma sous un toit. Okay? והשני שהנזיר מגלח על מגאו. Le deuxième, c'est que le nazir transgresse la nazirut s'il touche un bout d'os. והשישי רעבי דם שהוא מטמא אדם באוהל. Le troisième, que le sang transmet la touma sous un toit. ועלהו על שני הגבולים האמצעיים. Et il a posé la question sur les deux termes médians, c'est-à-dire sur le 2 et le 3. D'accord? והוא חומרת עצם כיסורה שהנזיר מגלח עליו, ומוחת רעבית אדם שהוא מטמא באוהל. וזהו מהם הלכה למשה מסיני. ולא היה להו על כולת עצם כיסורה שאינו מטמא באוהל. Il ne pose pas la question de se dire mais c'est peut-être parce que le fait que un bout d'os ne transmet pas la touma sous un toit qui serait à la Khalil Moshe Misna, et c'est pour ça que le Kal Vachomer ne marcherait pas. Il pose pas cette question-là. Donc il faut comprendre pourquoi est-ce que la question n'est pas sur le premier terme. On a 3 termes, il pose sur 2 sur 3. Question formelle, mais on va comprendre beaucoup de choses avec ça. Il pose pas la question de savoir est-ce que le problème c'est est-ce que les deux sont à la Moshe Misinaï, c'est pour ça que ça marche pas, ou si c'est parce que il y en a que même s'il y en a un seul des deux qui à la Moshe Misinaï, ça marche pas. Et là des baou aizé me'am à la Moshe Misinaï. Il pose la question laquelle des deux est à la Moshe Misinaï. Comme si c'était quelque chose qui est établi pour eux, qu'il y en a forcément un de deux qui est à la Moshe Misinaï. Donc il pose la question, lequel des deux? Oui, vas-y. Ah ouais, mais c'est-à-dire qu'ils envisagent... Non, bon, ok. Mais enfin, moi, il me semblait avoir compris, mais il faut que je reprenne. Voilà, non, effectivement, on avait dit, est-ce que ce qu'ils envisagent, c'est est-ce que ça pose problème parce qu'il y en a un des deux qui est à la Khalil Moshe Misinaï, ok? Ou est-ce que ça pose problème parce que les deux sont à la Khalil Moshe Misinaï? Moi, il me semblait, alors là, tel que c'est compris, ils disent, là, effectivement, le débat, c'est est-ce que c'est parce que celui-là est Moshe Misinaï ou parce que l'autre, 2 et 3, on parle pas pour l'instant du premier, parce que celui-là, donc, os, toucher os, ou sang sous la tente, est-ce que c'est parce que toucher os c'est Moshe Misinaï ou est-ce que c'est parce que sang sous la tente Moshe Misinaï? Mais moi, le sous-entendu, c'est les deux sont Moshe Misinaï. Maintenant, qu'est-ce qui là leur pose problème pour dire tu peux pas faire un Kal Vachomer? Moi, c'est comme ça que j'avais compris. C'est un peu ce que Rashi dit, parce que Rashi a en fait montré que l'alternative n'était pas réversible, voilà. que l'alternative c'était le problème, c'est que les deux sont à la Moshe Misinaï, ou le problème c'est mais il y en a un des deux qui est à la Moshe Misinaï. Mais en réalité, j'ai l'impression que si c'est, comme vous avez dit effectivement, toucher os, qui est Moshe Misinaï, enfin qui pose problème, c'est parce que a fortiori, j'ai l'impression, mais je sais pas encore pourquoi, mais c'est un truc comme ça. Je me demande si a fortiori l'autre ne poserait problème. J'ai l'impression que c'est plutôt par un raisonnement a fortiori qu'on dit si ton problème c'est toucher os, alors c'est nécessairement l'autre serait ton problème aussi. J'ai l'impression que c'est un peu comme ça, mais peut-être je me trompe parce que j'en sais rien. Non, en fait, je reprends. En fait, ce qu'il disait, c'est si je reprends vraiment le problème de manière extrêmement formelle. Si le problème c'est l'os, on en conclut que c'est parce que il faut que les deux soient Torah Shebirtav. Okay. Oui. Dès qu'il y en a un qui est pas à Torah Shebirtav, ça marche pas. Alors que si le problème c'est sur le sang, c'est le problème de où se trouve la halakha de Moshe Misinaï. C'est parce que la halakha de Moshe Misinaï se trouve là, dans le 3e terme. Mais si elle était dans le 2e terme, on pourrait avoir une seule halakha de Moshe Misinaï. Mais effectivement, ce qui n'est pas envisagé, c'est de se dire non, le problème c'est que les deux sont halakha de Moshe Misinaï, mais si on avait ne serait-ce qu'une des deux qui n'est pas halakha de Moshe Misinaï, ça marcherait où que se trouve la halakha de Moshe Misinaï. Ça, ce cas-là, effectivement, n'est pas envisagé. C'est-à-dire qu'ils expliquent pas, pour l'instant, à ce stade, ils expliquent pas pourquoi, quand c'est Moshe Misinaï sur os touché, pourquoi il faut les deux. Voilà, et moi, c'est pour ça que je disais que je me demande si c'est parce qu'en réalité, ça pose pas encore un plus gros problème. Si leur problème, c'est toucher os, c'est qu'en réalité, ça leur poserait, moi je me demande si implicitement, en réalité, ça leur poserait encore un plus gros problème. Mais il l'exprime pas comme ça. Peut-être, mais il l'exprime pas comme ça. Alors on va voir. Le problème, c'est quoi? C'est quoi le problème? Dans n'importe quel cas, même au pire des cas.
Le problème, c'est que on est sur ce débat de dire s'il y en a un des deux qui a l'achal et Moshe Misinaï, alors on peut pas faire le Kal Vachomer. Parce que on a vu, alors on avait un peu expliqué pourquoi, mais on va comprendre pourquoi encore. C'est juste quand tu dis il y en a avec Mara, enfin quand tu dis ça, on envisage que si celui-là il a l'achal et Moshe Misinaï, ça pourrait marcher. C'est avec Mara qui envisage ça ou Ouais. D'accord. Ouais. Il faudra donc quelque chose reste. C'est le désir 57A. Oui, c'est marqué. Omnam, le'avinze. Donc, pour comprendre le problème, tzarech le'agdim, ani tzarech le'agdim lecha ma shenevaer b'shlimut lekohen. Il faut que j'anticipe un peu en t'expliquant quelque chose. Veu, she'amelamedim bekal vachomer em shnaim. En réalité, pour l'instant, là, il opère, attention, un changement de vocabulaire, d'accord? Jusqu'à présent, il appelait ce qu'on pourrait surnommer donc la prémisse mineure, c'est-à-dire le premier cas, d'accord, la première proposition. Ça, il appelait ça le Melamed, puisque c'est lui qui va nous enseigner la Khumra qui va être transférée, et il appelait la prémisse majeure, donc le deuxième cas dont il manquait le dernier terme, le Lamed, parce que c'est lui qui va apprendre la Khumra qu'on va transférer, d'accord? Maintenant, il change un peu le vocabulaire, il dit qu'il appelle Melamdim les termes qui sont opérants dans le Kal Vachomer. Il dit, sur les 3 termes, il y en a 2 qui sont vraiment opérants. D'accord? Vehem Khumrat HaMelamed ve Khumrat HaLamed. C'est la Khumra de la prémisse mineure, de la prémisse majeure, pardon, et c'est la Khumra de la prémisse mineure. Autrement dit, c'est le deuxième et le troisième terme. Okay? Ici, le toucher de l'os et le sang sous la tente. Okay? Il dit, c'est ça qui est opérant. D'accord. Donc, Khumrat al-Lamed, Bemash Eukal al-Melamed, d'accord. Ima Kal Vachomer donc ça, c'est dans le cas où on fait un Kal Vachomer pour apprendre une Khumra, ou à l'inverse, si on veut apprendre une Kula. Je vous passe son langage. Voilà. Ve'amelamed arishon yikare ikra dedina ve'asheni sofa dedina. Et là, il établit donc un autre élément de vocabulaire important parce que ça va revenir après. Donc le deuxième terme qui est la khumra qui va être transférée, ça s'appelle ikra dedina, le début, l'essentiel du din, d'accord? Ve'asheni, donc le troisième terme qui est la khumra qui va servir de support au transfert de la première khumra, ça s'appelle sofa dedina, la fin du din. Okay. Ve'apirkot, ve'gam din et dayo, hem al shne melamedim elu. Et on va voir que toutes les réfutations qui peuvent intervenir, et même la notion de dayo, c'est-à-dire de limitation du transfert de la khumra, ça n'opère que sur ces 2 termes-là. Ok? Voilà. Okay. C'est-à-dire que le premier terme, de toute façon, il ne comprend aucun des 2 termes qu'on va retrouver dans la conclusion. On va pas le retrouver dans la conclusion. Il va dire, en fait, ce terme-là n'est pas opérant en tant que tel. Comment on va le voir en grand détail. Omnam kulata melamed. Donc, mais la kula qu'il y a en premier terme. En lamdim mimena. En fait, on n'apprend rien d'elle. Et là, hi leagdil koar achumra asher la melamed. D'accord? Elle sert juste de contrepoint pour prendre la mesure de l'ampleur de la khumra qui se trouve en troisième terme. Shafalpi sheukal bedavar, non, au contraire, nous permet de comprendre la force de la khumra qui est dans le deuxième terme. Shafalpi sheukal bedavar echad ou chamur basé, d'accord? Parce que dans la première proposition, même si on a kal dans la première case, on a chamur dans la deuxième case. D'accord? Obefar Imalamoud ou le kula, d'accord? Ou à l'inverse, si on cherche à déduire une kula. Mais pourquoi il dit on n'apprend rien alors qu'il dit on apprend quelque chose? C'est pas vraiment opérant, c'est juste, ça sert de contrepoint pour comprendre la force de la khumra qui est dans la deuxième case, d'accord? Voilà. Ou baiser natir kushiatenu. Donc ça nous permet de résoudre la question. Baiser chez kula tetsem kisora, chez eno metame beorel,
Le fait que un bout d'os ne transmette pas l'impureté sous un toit, ça, ce n'est pas opérant dans Kal Vachomer. Et là, vous l'agdil koach umrato ben nazir shemegalar alav apapi sheu kal betumat ohel. Ça nous permet juste de comprendre en quoi est-ce que la touma d'un bout d'os est importante par rapport au nazir, parce que le nazir se rend tamé en la touchant, alors même que c'est quelque chose qui ne transmet pas la touma sous le ohel, d'accord? Veinken me'ashlosha gvulim shehem kul, donc à partir de là, donc des troisième termes, des trois termes. Le premier terme, il nous permet de comprendre que le toucher c'est plus fort, enfin, en tout cas si on veut aller vite, que l'attente. Oui, mais ça nous permet juste de prendre la mesure de la force du second terme. Ouais, mais c'est quand même ça qui va nous permettre de dire spontanément, enfin intuitivement, de se dire bon bah donc si oui, là, bien sûr. Si le sang il est 1, enfin il est si ça rend tamé sous la tente, alors ça doit à minimum rendre tamé au toucher, puisqu'on a dit que le toucher était plus fort que la tente. Oui, non, mais bien sûr ça intervient, mais il veut dire c'est pas ça qui est vraiment c'est pas opérant en soi, c'est opérant dans sa relation aux autres termes, parce que c'est opérant évidemment par rapport au deuxième terme. D'accord? Mais c'est aussi, comme on va le dire, opérant par rapport au troisième terme, puisque c'est dans la même catégorie, on va contraster entre la kula du premier terme et la khumra du troisième terme qui est dans le même domaine. Ici, le fait d'être métamé BOL. Okay? Donc c'est relativement opérant, mais c'est pas opérant en soi. D'accord? Donc il dit, voilà, donc imken, donc si c'est le cas, dans les troisièmes termes, qui sont donc le fait qu'un bout d'os n'est pas métamé BOL. Le fait que le deuxième terme, qu'un nazir transgresse sa naziroute en touchant un bout d'os. Et le troisième terme qui est que le sang est métamé BOL. Hamelamedim enam elar khumrat etzem ki sora benazir ve khumrat aravit dam BOL. Les termes opérants qu'on va retrouver dans la conclusion sont les 2 et 3 et pas le premier. Velazeh begvul arishon achar she'eno hu hamelamed ve'hu kulat etzem ki sora BOL. Les Elohir Patlan, be imhu alacha okara. Donc, il dit, vu que finalement, le premier terme, il n'est pas opérant en tant que tel, il est opérant que en tant qu'il révèle la force opérative, par contraste des deuxième et troisième termes. Donc, de ce fait-là, on s'en fiche un peu qu'on l'apprenne du les Moshe Missinai ou d'un pasouk. Qui est nommé Lamed, c'est pas lui qui vient nous apprendre quelque chose. Uma de irpatlan ou beshne amelamedim shem khumrat etzem ksiora benazir ou khumrat revit dam beoel, d'accord? Donc ce qui nous importe, c'est les deuxième et troisième termes, c'est eux qui sont opérants. Les ebae et zemehem alacha beavuro chez beavuro nitre akal vachomer. Donc c'est pour ça qu'on pose la question sur ces deux-là, à savoir lequel des deux finalement en quoi est-ce que les deux opèrent différemment pour comprendre pourquoi est-ce que le fait d'être à la Khalé Moshe Missinai poserait un problème? Im khumrat amelamed arishon shi khumrat etzem kisora she'anazem megale chalav ve'im ken amelamed hasheni shi khumrat revit dam kara. Donc c'est parce que si le problème c'est donc le deuxième terme, le fait que le nazir touche un os, et donc ça veut dire que le troisième terme, lui, c'est un pasouk. Veleze anudanim elav mikal vachomer sheyeh nazir megale chalav veleze amru lo shekiven sheze amelamed arishon alacha a sheyeh hasheni mikara nitre akal vachomer. D'accord? Donc si le problème c'est le premier, ça veut dire que même si le troisième c'est un pasouk, ça marche pas. O imam elamed hasheni sheyeh khumrat revit dam beoel ou alacha ve khumrat etzem kisoram ben nazir okara. Si, c'est ce qu'il dit. Il dit soit le problème c'est le deuxième terme. Et il dit dans ce cas-là, il dit ça marcherait pas même si le troisième terme était Rachid dit de toute façon. C'est ça qu'il dit Rachid. Il dit si le problème c'est l'os, même si le sang c'est un pasouk, ça marcherait pas. Il faut que les deux le soient. D'accord? Et à l'inverse, אף שהיה הראשון קרא, אין אנו דנים קל וחומר עד שיהיה שניהם קרא, ופשיט דכאן המלמד
הראשון הוא הלכה והוא חומרת עצם כסאורה בנזיר, והשני הוא חומרת וירימי דם קרה, והזה אמר לו שאין דנין קל וחומר עד שיהיה שניהם קרה. וכל שכן עם שניהם הלכה, d'accord? Donc finalement la conclusion c'est de dire il faut que les deux soient tirés de psukim, et donc et a fortiori si les deux sont halacha le Moshe Sinai on peut pas faire un kal vachomer. Et la demai de lo ba'a itavayu halacha les fiches de lo zvarele. Alors maintenant pourquoi est-ce que la Gemara ne pose pas la question mais imaginons que c'est parce que les deux sont halacha le Moshe Sinai que c'est pour ça que ça marcherait pas. Les filles de lo zvarele chez Rabbi Akiva Toé Bézé, la donne kal vachomer mishne melabedin sheshne halacha. Il dit parce qu'en réalité, la Gemara ne va pas jusqu'à supposer que Rabbi Akiva se tromperait au point de croire qu'on peut faire un kal vachomer sur la base de deux halachot les Moshe Sinai. D'accord? Parce que Rabbi Akiva, il sait que un kal vachomer, c'est un moyen d'interpréter des psukim. Donc, tu peux pas faire un kal vachomer que sur la base de la halakha de Moshe Sinai. C'est pour interpréter des psukim. La question c'est de savoir est-ce que tu peux faire un mix, quoi. À partir du moment où tu as une composante de psukim, alors tu peux transférer des dinim de la halakha de Moshe Sinai. Mais pas faire du kal vachomer que avec de la halakha de Moshe Sinai. Et la vadaï sheu lodan ela liyot echad mem kara. Veze bae eze mehem savar sheu halakha veizu kara. Il a pas expliqué pourquoi, si c'est le deuxième terme qui pose problème, alors il faut que les deux soient Torah écrite pour que ça marche. Et pas si, alors que c'est pas le cas si c'est le Si, mais je reviens pas dessus. Il l'a expliqué? C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Non, la dernière fois, on l'a pas vu. Si, moi je reviens pas dessus parce que c'est. Mais en conclusion. שאין דנים קל וחומר כאשר אחד משני המלמדים הלכה אף שיהיה השני קרה. Donc conclusion, dès qu'il y a que le deuxième ou le troisième terme sur la Khalim Moshe Sinai, on ne peut pas faire un kal vachomer. אבל הגבול הראשון שהוא כולת המלמד, mais si le premier terme c'est la Khalim Moshe Sinai, אם הדין ללמוד חומרה או חומרה כולה, בזה לא אכפת להם שאינו מלמד כלל. Donc ça on s'en fiche que ce soit la Khalim Moshe Sinai ou pas. וזה לא בא גמרא עליו כלל. C'est pour ça que la Gemara pose pas la question. ודוק בדברי הגמרא שאמר עצם כסאורה הלכה וריבי דם קל וחומר דלא אבלה לאמר אלא וריבי דם קרה. Donc c'est pour ça que vous voyez que il dit, on voit bien que la Gemara elle s'attache à savoir qu'est-ce qui est opérant dans le kal vachomer. C'est ça sa question. C'est pour ça qu'elle dit la question est-ce qu'il y en a un qui est halacha et Moshe Sinai et l'autre qui sert de base au kal vachomer, et elle dit pas est-ce que c'est l'un est halacha le Moshe Sinai et l'autre est un pasouk, parce que ce qui l'intéresse c'est de savoir sur quoi on appuie le kal vachomer. Mais yoter caché betzad hasheni, bon, je passe un petit peu la fin parce que on a un peu compris et je vais passer à la suite. Achalek hashlishi, donc on passe au troisième aspect de ce kal vachomer. Be'ofan arkavat hagdamot kal vachomer. Comment est-ce qu'on va combiner donc les prémices du kal vachomer? Kol kal vachomer yeshlo shlosha gvulim. Donc on a compris, il y a trois termes dans chaque kal vachomer. Sauf que là il change encore le truc, il dit melamed, velamed, ve'anigud shebenehem. En réalité, il y a il y a la prémisse majeure, la prémisse mineure et l'opposition qu'il y a entre les deux. En fait, ça revient un peu à ce qu'il a dit, c'est-à-dire que il y a fondamentalement trois termes. Il y a le deuxième terme, okay. Il y a le troisième terme, et il y a le premier terme qui n'est opérant que parce que il est en opposition avec le troisième terme. Ou baiser tsurato tsurat haekesh kemo shamanu. En fait, bon, ça correspond formellement au syllogisme classique, comme il dit l'avoir expliqué auparavant. Ve'enu banui al yesod echad. Et maintenant, comprenons le fondement conceptuel de cette opération.
Ve'ushekol davar raoui sheyikrov plutôt, el domeu. Le concept logique fondamental, qui se ressemble s'assemble, en gros. C'est que toute chose est censée être proche de ce qui lui ressemble. Okay. Il y a une notion de proximité conceptuelle, d'accord? Et donc, normalement, pour un sujet donné, on lui affecte une propriété générale d'être hamour ou d'être kal. Donc, normalement, c'est quelque chose d'être hamour, alors il a des propriétés qui sont toutes des khumrot, et si c'est un sujet qui est kal, alors il a des propriétés qui sont plutôt des coulottes. Non, en général, c'est comme ça que ça fonctionne, d'accord? L'approche générale, c'est que voilà, dans chaque thème donné, voilà, on va avoir, ok, dans les halachot de Touma, ok, on a une hiérarchie des objets, des choses qui sont plus ou moins, qui rendent plus ou moins tamés, ok. Et à partir de là, on considère que voilà, un mort, ça rend plus tamé que le cadavre d'un animal, qui rend plus tamé qu'un ustensile, etc. Et que donc, a priori, si ces objets-là sont dans une hiérarchie de la Touma, eh ben, leurs différentes propriétés respectives doivent être dans une hiérarchie analogue. En gros, c'est ça que ça veut dire. Kizeu asher yachineu lomar veladun ki achumra animsa bekal yoter raoui ou shetikrov etikarev etirasel achamor. C'est ça qui nous oblige de dire, voilà, ben, en fait, dans le premier cas, qui est défini par Kal, par sa propriété A, et qui a une propriété Bet, qui est B, qui est une Khumra, alors dans le deuxième objet, qui est Chamour déjà dans A, alors c'est encore plus normal qu'il soit Chamour aussi dans B. D'accord? Parce que le fait qu'il y ait la Khumra dans le premier sujet est bizarre parce que par ailleurs il est Kal à cause de A. D'accord? Donc, étant Kal à cause de A, il a quand même la Khumra B, alors ce serait d'autant plus naturel, on va dire, que le sujet 2, qui est déjà Chamour en A, est déjà la Khumra en B, et aussi la Khumra en B. Okay? Qui est moi-même bon, c'est ce qu'il vient de dire, je vais paraphraser. Yoter raou shetimatse beshimon shehu chamor be'alev sheroven ukevon. Ki adava yikarev elav el domeu. Yoter mima shekarev el bilti domeu. D'accord? C'est naturel que une chose soit plus proche de ce qui lui ressemble que de ce qui ne lui ressemble pas. Venecha roe beze ech hanigud asher ben Reuven beshimon be'alef שזה קל בה וזה חמור בה, יוליד לנו החיוב להשוותם כחומרת בית. Et donc c'est là que tu comprends en quoi l'opposition en A entre le sujet 1 et B induit l'équivalence au niveau de la deuxième khumra. Et là, chez Tsaïr, les hatnot baiser. Mais pourtant, ça ne fonctionne pas dans n'importe comment, d'accord? Il y a quand même des conditions de validité de cette logique. Chez Anigoudiye ben Nassou prati ramuz elav. Il faut que cette opposition, elle concerne un attribut particulier, qui est présent, dans les deux sujets. Lo bekula vechumra stam. Tu peux pas dire juste, je vois que le premier sujet, c'est un sujet, Kal pour une raison X, et le sujet 2, il est Chamour pour une raison Y, d'accord? Non, tu peux pas construire comme ça. Non. Kemo, chez Imshilanu, chez Reuven Kal be Aleph, et Shimon menaged elav sheu Chamour ba, d'accord? Il faut que c'est la Kula de Reuven, c'est du point de vue d'un attribut A, il faut que la Khumra de Shimon, elle soit sur le même attribut A. Mais les tikare be'echar ve'tiye Khumrat Reuven be'bet be'Shimon achamon, d'accord? C'est ça qui fera
qu'il y a une tension qui va rapprocher la Khumra qui était chez Reuven, la Khumra 2 qui était bête qui était chez Reuven et qui va la rapprocher chez Shimon, d'accord? Qui bo yoter raouya liyot chez Yesho Khumra. Ve'em lo yeken lo yiyu menagedim ve'en benehem dimayon lilmod zemizé. Parce que si finalement, ok, il y en a un qui est kal et l'autre qui est chamour, mais ça constitue pas une opposition, parce que c'est pas sur le même attribut. Donc il y a aucun rapport entre les deux, donc tu peux pas en tirer une conclusion, d'accord? Il faut paradoxalement qu'il y ait une contradiction sur le premier sujet pour que pour que ça amène à une convergence sur le deuxième sujet. Si ta contradiction n'en est pas une parce qu'on parle de deux sujets différents, enfin de deux attributs différents, ça marche pas. Derrière Machal, Imtoma Reuven akal be'alef chamor bebet, Shimon achamor begimel, dis-nous chez Yeh chamor bebet. Si tu me dis voilà, Reuven il est kal en A, or il est chamour en B. Ah, Shimon il est chamour en C. Et donc A s'oppose à C. La Khumra de C s'oppose à la Kula de A, et donc on lui transfère la Khumra B. Non, mais il y a A et C, ça n'a rien à voir. Mais c'est bizarre parce que dans Myriam, précisément, la Khumra qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et le Père, c'est justement une Khumra globale. Ah, alors justement, parce que là-bas, c'était pas une Khumra, c'était pas un Kalvachomer des Dina. C'était un Kalvachomer des Zvara. Et on a vu que la différence, c'est qu'un Kalvachomer des Dina, ça fonctionne sur une contradiction, alors qu'un Kalvachomer des Zvara, ça fonctionne sur une gradation. On a vu ça la semaine dernière? Non, au premier ou deuxième cours, je crois. D'accord. Voilà. Tout ça est enregistré. Oui, Voilà. Et si c'est pas sur YouTube, les Chinois ont des archives, vous inquiétez pas. Voilà. Iné baiser à Ofan, l'autolit klum, velom techayev les Shimon chubrat bet. D'accord? Si l'opposition elle est sur deux attributs différents, ça produit rien. Donc on peut rien en déduire comme transfert du deuxième terme. Kilo tisavev elav chumrat gimel, sheyeh chamour bet, etam baiser, hu ki akal vachomer banu yal shekulat alef mechuyevet sheilat chumra bet. D'accord? Le fait qu'il y ait une chumra en C, c'est Shimon, n'implique pas le transfert de la Khumra B, parce que le Kalvachomer, en fait, plus profondément, au niveau de la prémisse majeure, sur quoi il est construit? Il est construit que normalement, le fait qu'il y ait une Kula en A, ça devrait impliquer Shlilat Khumrat Bet. Ça devrait impliquer la négation de la Khumra en B. D'accord? Pour reprendre notre exemple du Nazir, même si en fait il marche pas pour d'autres raisons, on aurait dû penser que le fait que un bout d'os ne rend pas tamé sous un toit, eh ben ça ne rend pas tamé non plus un Nazir. Au toucher. Ça aurait dû être comme ça. Et d'ailleurs c'est ce qu'on a vu, qu'on a bien analysé le passouk, puisque normalement le problème d'un nazir, c'est pour un mort, c'est vraiment Toumatoel. C'est pas Stam Toumatmet. Donc normalement, le fondement du Kalvachomer, c'est que il y a un paradoxe dans la prémisse majeure. C'est que normalement, la Kula en A devrait impliquer l'absence de Kula de Khumra en B. Par similitude. Ouais, par similitude, exactement. Vechumrat a Aleph mechayevet metziyut chumra bet. Et alors que à l'inverse, si en A il y a la chumra, ça devrait impliquer la chumra en B. D'accord? Mais les enadin venomar, et c'est ça qui nous permet de dire, im reuven beyot lo kula mechayevet shelilat chumra bet bo. Im kol ze chumrat bet kol kach chazaka shelo hispik kulat Aleph l'idrota. Si dans la prémisse majeure, normalement la Kula en A aurait dû impliquer l'absence de Khumra en B. Et pourtant, malgré tout, la Khumra en B
est tellement forte que la Kula en A ne suffit pas à la repousser. Donc, Shimon, sheyelo haefar, veu sheyeshlo, hasiba amolida chumrat bet, veu shehu chamur be'alef, shehu kal bar reuven, enodin, etc. Et donc, de là, on en déduit que le deuxième cas, dans la prémisse mineure, où on a une chumra en A, qui, elle, devrait naturellement engendrer aussi une chumra en B, même si on n'a aucun pasouk qui nous le dit, alors, kal vachomer, que la chumra en A engendre la chumra en B. Si et donc comment on va appeler ça? En réalité, c'est un raisonnement par l'absurde, non? Non. Un raisonnement par l'absurde, c'est si j'appliquais cette proposition, ça marcherait pas. Ouais. C'est pas ça. J'ai pas l'impression que ce soit ça. Bon, on retrouvera, je suis sûr que c'est un équivalent précis en logique formelle. Je vois pas pourquoi ça intervient, pourquoi il faudrait qu'il y ait, dans le raisonnement, je vois pas en quoi j'ai besoin de dire, déjà, j'ai la Khumra en B, ça devrait, en A, on devrait avoir une Khumra en B, comme par ailleurs, la Khumra en B, pour le premier cas, la Khumra est tellement forte, je vois pas pourquoi j'ai besoin de ça. La Khumra est tellement forte qu'elle combat la Kula, j'ai pas besoin de ça. En fait, ce qu'il est en train de dire, reformalisons la chose. Il est en train de dire, normalement, on devrait avoir non-A, l'absence de Khumra en A, implique non-B, l'absence de Khumra en B. Okay. Or, on a malgré tout et non-A et B. D'accord? Et donc, dit-il, Kal vachomer, que B, c'est qu'il y a beaucoup de Khumra en B. Et donc, que pour l'autre cas, si déjà il y a une Khumra en A, alors vraiment en B, il va y avoir encore plus doit y avoir de la Khumra. Oui, non, mais c'est plus fin que ça, Il dit, si déjà, on devrait avoir non-A implique non-B, et que pour autant on a non-A et B, alors, alors cela nous confirme que A implique B, même si c'est pas explicite dans le pasuk. Quoi? A implique B? Oui. Si une Kula en A devrait impliquer une Kula en B. Et que ça implique une Khumra. Et que pourtant, c'est pas que ça implique une Khumra, c'est qu'il y a une Khumra malgré la non-implication. D'accord? Alors ça renforce le fait qu'on peut dire que A implique B, même si ça c'est pas marqué dans le passage. C'est pas que rien ne s'oppose à ce que B s'applique. C'est pas ça qu'il dit. Il va plus loin. C'est vrai qu'on aurait pu penser ça, mais il va plus loin que ça. Il est en train de dire non-A devrait impliquer non-B. Et A devrait impliquer B. Et A devrait impliquer B. Enfin, on postule que non-A devrait impliquer non-B et que A devrait impliquer B. Or, comme on a et non-A et B, alors on en déduit a fortiori que A implique B, implique bien B. C'est ça. On renforce en fait. On renforce. Voilà. Oui, mais le problème c'est pas le raisonnement fortiori, on n'a pas besoin de ça. Là, il ajoute quelque chose. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ouais, c'est pas un raisonnement fortiori. Oui, si on traduit Kalvachomer par raisonnement fortiori. C'est pas un raisonnement fortiori. Là, il ajoute une condition supplémentaire pour que Kalvachomer il marche. Ouais. C'est-à-dire le fait qu'il faudrait intuitivement. Alors, essayons de pousser cette traduction en logique formelle.
vous êtes d'accord que non A implique non B est équivalent à B implique A. D'accord? Oui, ça c'est équivalent, ça c'est sûr. Ouais. C'est équivalent à... C'est la même chose. D'accord. C'est la même chose. Oui. Oui. Non, Oui. Enfin, A implique B, c'est Je reprends. équivalent à non B D'accord. implique non A. Si A est faux, alors B est faux. Ok. Donc ça veut dire que si B est vrai, donc A ne peut pas être faux. Puisque si A était faux, ça impliquerait nécessairement que B est faux. Ça, Si on sait que B est vrai, ça veut dire que A est vrai. Mais Si A est vrai, ça veut dire que B est vrai. Non, si A est faux, ça veut dire que B est faux. Alors si B est vrai, A si A faux implique que B est faux, donc B vrai implique que A vrai. Ok. Mais à l'inverse, si A faux implique que B est faux, on ne peut pas en déduire pour autant que A vrai implique que B est vrai. D'accord? Parce que B pourrait être faux, que A soit vrai ou faux. C'est ça la subtilité du truc. C'est condition nécessaire et condition suffisante. Ouais. Je reprends, d'accord? Si non A implique non B, signifie que si j'ai B, je peux pas avoir non A. Parce que si la conséquence, si la cause non A implique la cause non B, si je constate la cause B, je peux pas avoir la cause non A. Si je constate l'effet B, je peux pas avoir la cause non A. Donc ça veut dire que inversement, si je constate B, ça veut forcément dire que j'avais A. D'accord? Mais si la cause non A implique l'effet non B, ça ne veut pas dire pour autant que l'effet A impliquerait l'effet B. Que la cause A impliquerait l'effet B. La cause A et la cause non A pourraient toutes les deux impliquer l'effet non B. C'est-à-dire que quel que soit l'état de A, B est toujours négatif. Et donc, si on reprend ce truc-là, autrement dit, on a si non A implique non B. Enfin, en réalité, c'est ça que ça nous dit. Hein. Alors, ça veut Si dire on a que implique B, là. ça veut dire que Si en réalité, ce qu'on nous dit, Si c'est si le passouk nous dit que non A implique non B, ok, ça veut déjà dire en logique formelle que normalement B implique A, ok. Mais j'arrive pas à comprendre où c'est que tu vois non A implique non B ici. Puisque Ben, justement, on a la Khomra B qui s'applique. Non, voilà, non, si on avait non A implique non B, d'accord. C'est-à-dire si dans un sujet 1, une coula en A, non, c'est plus simple. Moi, je suis plus simple avec des chiffres. D'accord. Si une coula en A implique normalement une coula en B. alors donc ça voudrait dire dans notre exemple qu'on considère que si l'os sous la tente, alors si l'os sous la tente ne rend pas tamé, Ouais. ça doit impliquer que l'os au toucher ne rend pas tamé. Donc ça voudrait dire que le toucher, c'est-à-dire que la tente, elle est censée être plus forte, elle rend plus facilement tamé que le toucher, alors, à raisonner comme ça. Si on dit si l'os ne rend pas tamé, si l'os sous la tente ne rend pas tamé, ça implique que le toucher l'os ne rend pas tamé, ça veut dire que la tente, elle, a priori, elle rend plus tamé que le toucher. Et que dès lors que elle rend pas tamé, que l'os sous la tente rend pas tamé, alors effectivement on peut penser que l'os au toucher rend. C'est ça, mais c'est pas tout à fait ça. C'est parce que on l'a vu, c'est la question précise. C'est pas la question générale de la touma de l'os. C'est la question précise par rapport au nazir. Si un os dans les halachot générales de la touma sous un toit ne rend pas tamé, alors le nazir qui lui, d'après la lettre du verset, n'est
n'est concerné que par la Touma qui se porte sous un toit, alors il devrait être exclu, tout ce qui ne rend pas tamé sous un toit ne devrait pas rendre tamé un nazir. Enfin, ne devrait pas constituer une transgression pour un nazir. Ça pourrait peut-être le rendre tamé, mais ça ne constituerait pas une transgression pour une nazir. C'est ça plus précisément. C'est pour ça que le Riazaken était très important. Et donc, je reprends en termes logiques formels. Si une Kula en A devrait en toute logique impliquer une Kula en B, ok, et que donc, de manière converse, le constat d'une Khumra en B devrait nous permettre de déduire une Khumra en A. Ok. Or, ici, ça va plus loin, puisque on a une Khumra en A, une Kula en A, et pourtant on a malgré tout une Khumra en B. D'accord? Donc, cette Khumra en B, qui devrait impliquer une Khumra en A, se trouve confirmée. D'accord? Ça veut dire en fait on renforce la similitude. Ouais. On renforce. On avait voilà. déduit par similitude. Exactement. On vient confirmer par l'application de d'un formalisme logique, en fait, la Khumra en B, alors qu'il y a une Kula en A, vient attester par le verset, vient confirmer ce qu'on aurait déduit par logique formelle. Enfin, mais il prétend faire de la logique là. Enfin, il fait du a fortiori. Enfin, quand il dit si y a là, si pour le sang, il y a la khumra sur la tente. Enfin, si le sang entamé sous la tente, alors il devrait rendre tamé. Il devrait rendre tamé le nazir. Enfin, il devrait faire perdre au nazir son nazira. Et ça, on pense que c'est vrai parce que à plus forte raison dès lors. Mais là j'ai l'impression que dès lors que déjà pour l'os qui est Kula sous la tente, alors il fait perdre son nazira au toucher. Oui, parce qu'en réalité, parce qu'effectivement c'est un peu plus subtil que ça, parce qu'en fait les A et B que j'utilise, en fait c'est A et A' et c'est B et B', parce que dans le premier cas c'est l'os et dans le deuxième cas c'est le sang, donc on transfère des propriétés sur des sujets différents quand même. Okay. Oui, mais en plus, ouais. Bon, je reprends dans ces mots. Donc il dit, parce que le Kal Vachomer, elle est construit sur le fait que la Kula en A devrait impliquer l'absence de Khumra en B, et que au contraire une Khumra en A devrait impliquer une Khumra en B, et donc de là on dit si Réhouven où normalement la Kula en A devrait s'impliquer de l'absence de Khumra en B, possède quand même la Khumra en B, alors ça veut dire que la Khumra en B est tellement forte qu'elle s'appliquera à plus forte raison quand il y a déjà la Khumra en A. מכוח השורש שאמרנו, דכל דבר יקרב אל דומהו, ואם כן, לזה אם לא יהיה החיוב והשלילה, והוא הניגוד בכולה וחומרה בנשוא אחד, לא יוליד הקל וחומר דבעינן נשוא שהיעדרו יחייב היעדר החומרו. Et donc il dit, c'est pour ça que si le positif et le négatif qui constituent l'opposition ne concernent pas le même attribut, alors ça peut pas engendrer un Kal Vachomer, parce que on a besoin d'un attribut dont l'absence devrait normalement impliquer l'absence de la Khumra en B.
et dont la présence devrait, à l'inverse, impliquer la présence de la Khumra en B. Ve'od, ki anigoud asher ben amelamed ve'alamed, Mikal vachomer, kvar anu sheu agvul ha'emtsa'i, ameshatef benehem. D'accord? D'autant qu'on a bien expliqué qu'en réalité, le vrai moyen terme qui est opérant dans le Gal vachomer, c'est l'opposition entre A et A'. Okay? Ve'af hashituf mipeat anigud. Ve'en hashituf mipeat anigud, ela mipeat anasu asher bo anigud. Et donc, la charnière, elle se fait quoi? C'est pas juste qu'il y a une opposition. Elle est sur le fait qu'il y a un attribut commun, dont les propriétés sont en opposition. Ve'emimye beshne nosim, en shituf benem klal. Et donc, si on parle de deux sujets différents, d'accord, Nesuin plutôt, si on parle de deux attributs différents, donc il y a pas de terrain commun. Vegam anigud et nonigud, et donc l'opposition n'est pas une opposition, d'accord. Il n'y a pas une opposition entre noir et deux, d'accord. Nosim, c'est des sujets, hein. Oui, mais je pense qu'il y a une faute là. Je pense que c'est Nesuin parce qu'on parle des nasu avant. Tu vois. Ah, d'accord. Ouais. Tzarich kol me'ayen bekol vachomer bekulat hamelamed vechumrat halamed bema sheukal hamelamed. Donc c'est pour ça qu'il faut bien examiner à chaque fois sur quel attribut porte la kula et la chumra. Ka'asher nirtze lilmod chumrat hamelamed belamed, quand on veut transférer la chumra B de l'un à l'autre. Chez melamed hayot anigud benehem benasu echad kemo shaman. Il faut bien vérifier qu'on parle d'un même attribut. Tzarech gamken, c'est-à-dire dans le cas du nazir, l'attribut c'est d'être métamé beoel ou pas. Tzarech gamken chez kulat hamelamed techayev kefi azvara litrota mimenu achumra sheshbo. Et il faut une autre condition qu'on est en train d'explorer, parce que là on est en train de voir donc le lien entre A et A', d'accord? Il faut que ce soit le même sujet en A et A', enfin le même attribut en A et A', attribué à des sujets différents. Mais il faut aussi, dit-il, il le glisse ça un peu subrepticement parce qu'il n'a pas encore explicité, chez Kulat HaMelamed Techayev Keviat Zvara Itrota Memeno Achumra Sheshbo. Il faut aussi que une logique a priori nous aurait conduit à supposer que la Kula en A suppose l'absence de Khumra en B. Ça, c'est pas évident du tout. D'accord? Parce que là, pour l'instant, on a jeté des khumrot et des coulottes dans des cases, mais là, on est en train de nous dire, non, tu peux pas jeter des khumrot et des coulottes dans des cases. Il faut déjà que la kula en A et la khumra en A', elles conservent le même attribut, okay, qui est là, pour le coup, métamé beoel. Et il faut aussi que la logique de la kula en A, nous conduise hypothétiquement aurait pu nous conduire à formuler une hypothèse sur l'absence de Khumra en B. D'accord? Donc il faut non seulement qu'il y ait que la Kula et la Khumra s'appliquent au même attribut A en 1 et 2, mais il faut aussi... A, c'est quoi? Là, par exemple, dans l'exemple, c'est... A, c'est l'os qui n'est pas métamé BOL, et A', c'est le sang qui est métamé BOL. Okay? Donc il faut non seulement que en A et A' on ait on parle du même attribut qui est métamé BOL, mais il faut aussi qu'on perçoive une conséquence logique entre A et B, entre le fait d'être métamé BOL ou pas, et le fait d'être métamé au toucher ou pas dans le B. Okay. Tu peux pas prendre un attribut au hasard pour A et un attribut au hasard pour B si a priori tu vois pas le lien entre les deux, d'accord? Autrement dit, le fait qu'il y ait une kula et une khumra en A n'est pas suffisant pour qualifier de manière générale le sujet 1 ou le sujet 2 de kal ou de chameau, d'accord? Il faut qu'il y ait une logique, d'accord? Il faut qu'il y ait une cohérence de thématiques dans les différents attributs avec lesquels on est en train de jongler. D'accord. Il faut que la logique de dire normalement
non A devrait impliquer non B et A devrait impliquer B, que ce soit un truc qui se tienne, qui fasse sens, quoi. D'accord? Donc, comme je t'ai écrit Baby Renou, comme tu vas le voir, on va l'expliquer tout ça. Laissez faire, tu le verras quand on va expliquer dans son commentaire sur le Sifra, d'accord? C'est comme ça qu'il va expliquer. Amachal, donc il dit, voilà, si on dit que le sujet 1 est kal en A et chamour en B, tzarech le'ayen er kulato be'alef aya amechayev la shelo yeh chamour be'bet. D'accord? Il faut qu'on comprenne bien en quoi est-ce que la kula en A aurait dû impliquer normalement qu'il n'y ait pas de khumra en B. V'afal piken ou chamour bo. Alors que, en fait, il y a bien une khumra en B. Hachamizé yerech izuk khumra zo. Et donc, il nous permet vraiment de prendre la mesure conceptuelle, pas seulement formelle, mais conceptuelle de la khumra en B. Qui en, donc, v'imken, לזה נדין שדין הוא שתהיה עולנה. מזה נבין המלמדים אשר בקל וחומר. Il dit maintenant c'est ça qu'on va voir. Okay. On avance encore un peu? Ouais, on finit ça, allez. Parce qu'après on aura un gros morceau. Donc après ça va être la grosse soubia de Rabbi Tarfon, donc je veux qu'on arrive au seuil de ça. Donc achelek arevi bechakirat mihem amelamdim bekal vachomer bekamaim. Donc maintenant en fait c'est le sujet qu'on a déjà un peu touché. C'est quels sont les termes opérants dans Kal Vachomer et combien ils sont. Comme il a dit, mais Kal Vachomer em shnaim. Donc on a vu, ils sont deux. Une chumrat à bet, asher bereuven, et chumrat à alef, asher beshimon. D'accord? C'est la chumra en B et c'est la chumra en A'. La rishon yikare ikra didina, et comme on l'a dit, le B on va l'appeler ikra didina. La sheni yikare sof dina, et le A' on va l'appeler sof dina. Comme on vient de le dire. Vatam bezeu qui a melamed arishon hu achumra asher bereuven asher le godel chosko nimsabo, parce que donc le B c'est cette chumra qui est tellement forte que elle est présente imayot lo kula she'aya raouya litrota chumra, alors même qu'il y a une kula en A qui aurait dû entraîner l'absence de chumra en B. Ve'asheni hu achumra asher nimtzet belamed benasu ze, d'accord? Et le deuxième terme opérant, c'est la chumra en A'. Asher ba menaged le melamed bema shedoche chumra nimsa efro belamed. Parce que là où on avait un A qui aurait dû impliquer non B, un non A qui aurait dû impliquer non B, là on a un A qui est compatible avec B. Veze yachayev lo metziut chumra asher bereuven. D'accord? Et donc c'est pour ça que ça va, que si A est possiblement incompatible avec B, donc A aurait dû impliquer, non A aurait dû impliquer non B. Enfin, si non A est incompatible avec B, parce que non A aurait dû impliquer non B, comme malgré tout on a non A et B, alors A qui n'implique pas non B est a fortiori compatible avec B. וזה יחייב לנו. ואם כן, שתי החומרות הם מלמדים חומרת ראובן בשתי חומרות, בבית, וחומרת שמעון באלף. D'accord? Donc ce sont les deux chumrot qui sont les termes opérants. La chumra en B et la chumra en A'. ונמצינו למדים שאין המלמד בשתי חלקיו, אלא באחד מהם, והיא החומרה. Donc en réalité, quand on appelait la prémisse majeure mélamed, en réalité, ce qui est mélamed dedans, ce qui nous apprend quelque chose en tant que tel, c'est pas le A, c'est le B, c'est le deuxième terme. Chen alamed lamed mechumrato, d'accord? La melamed lamed mechumrato bebet, la limoud melamed mechumrato bealef, d'accord? Donc en réalité, ce qui est opérant, c'est la chumra en B, et en réalité, même dans le lamed, la chumra en A' est opérante par son contraste avec la kula en A. Alors la kula asher bereuven amelamed eno melamed ba elahi sibat al-limud, d'accord? La kula en A, c'est pas ça qui nous, c'est pas réglé, hein. C'est pas ça qui est opérant, mais c'est le soubassement de l'opération, d'accord?
Vei atzmut akal vachomer. Donc on reverse le truc. Il dit, finalement, la kula en A, on n'apprend rien d'elle, mais c'est elle qui est le support de tout kal vachomer. Ki zeu agvul emtsai ben Reuven et Shimon, kasher em mentnagdim be nasu echad. Parce qu'en réalité, en fait, il faut toujours avoir en tête le syllogisme classique qu'il a comme référent, qui est tous les hommes sont mortels, or Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Il est en train de nous dire finalement les termes effectifs qui sont ceux qu'on va retrouver dans la conclusion, c'est Socrate est mortel. Et les hommes, en réalité, ne jouent qu'un rôle accessoire là-dedans. D'accord? C'est juste l'axe autour de quel tourne la démonstration. Mais, dit-il, finalement, c'est ça le moyen terme, c'est ça le sous-bassement du truc. Mais ça, là, il est obligé de dire ça, enfin de chercher ce qui est opérant ou pas, juste pour la question de savoir pourquoi on s'interroge pas sur le fait que le premier terme, est-ce qu'il doit être Torah? Oui, c'est vrai. Non, parce que peut-être sur le terrain logique, je sais pas, enfin, c'est... Non, mais ça, en fait, c'est par comparaison aussi avec le syllogisme classique, c'est de nous dire, voilà, dans tous les hommes sont mortels, alors Socrate est un homme dont Socrate est mortel. C'est comme, Je veux dire, une fois qu'on dit c'est opérant, c'est pas opérant, dans le raisonnement, je vois pas ce que ça... Oui, c'est un peu comme ce que explique Hegel à propos du raisonnement mathématique. Tu vois, quand tu fais, moi je commence à être en plein dedans avec les enfants qui rentrent en 5e, 4e. Ils font déjà Hegel? Non, ils font pas Hegel, mais ils font quand même déjà un peu de géométrie, dans le plan. Et, bon, tu sais comment c'est, quand t'as un problème de géométrie, comment ça se passe? T'as des figures, ok? Et les propriétés sont contenues dans les figures elles-mêmes. Mais dans ton raisonnement, comment est-ce que tu vas faire émerger ça? Tu vas prolonger des droites, ok? Quand tu veux montrer, je sais pas, la somme des angles d'un triangle, bah tu vas prolonger les côtés et puis tu vas montrer que t'as des lignes droites, donc que t'as des angles de 180 degrés et que t'as des angles opposés et que donc comme ça tu vas faire tes trucs. Et comme le dit Hegel, en réalité, ces étapes du raisonnement géométrique, elles disparaissent dans la conclusion. D'accord? Les lignes que tu fais en prolongeant les côtés du triangle, elles font pas vraiment partie du triangle. On a l'impression que c'est des artifices. Mais en fait, c'est le mouvement même du concept. D'accord? Alors, autant dans les maths où on est dans un formalisme, eh ben, ce mouvement du concept, il est purement, c'est un jeu en quelque sorte, mais dans le sérieux du véritable concept philosophique Hegel, ces étapes-là, elles sont pas accessoires, elles sont la vie même du concept. Okay? Et là, bon, je vais faire un détour, mais j'aime beaucoup Hegel. Je sais pas. Là, il est un peu en train de dire la même chose, c'est-à-dire à la fois la kula qu'il y a en A, c'est celle qui joue le plus petit rôle dans l'histoire, parce que c'est celle qui... Ce que je veux dire, c'est qualifier de petit rôle ou de grand rôle, ça n'a pas de sens dans le raisonnement. C'est juste parce qu'il a besoin de dire... Non, parce que là, j'ai l'impression, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu, enfin, d'un point de vue rationnel, non, mais petit rôle, il faudrait définir. Non, il dit petit rôle parce qu'il dit finalement, en toute logique, la prémisse majeure aurait dû être non A implique non B. Ok? Or, ici, non A est inopérant puisque malgré non A, on a quand même B. Malgré la kula en A, on a quand même la kula en B. Donc, la kula en A est inopérante au sens où elle échoue à produire une kula en B. C'est en ça qu'il dit qu'elle n'est pas mélamède. D'accord? Mais dit-il, c'est justement ce fait-là, ce paradoxe-là, que on aurait dû déduire de non A, non B. Or, on a A et non B, qui fait que ça va tourner, quoi. Et il dit, Vezachor ze, et rappelle-toi ce concept, qui tzarech elav ve'inyan dayo, beshne mine dayo. D'accord? Il dit, c'est important parce que cette articulation-là,
C'est ça qui va jouer le rôle dans ce qu'on va voir la prochaine fois, Bezrat Hashem, quand on va analyser les deux types de dayo. D'accord? Je sais pas s'il veut, je pense qu'il veut parler de ce qu'on va voir avec Rabbi Tarfon, le dayo à Ikra des Dina et le dayo à Sof Dina. Est-ce que le dayo, ça va être, on va prendre en compte, on va circonscrire l'ampleur de la Khumra transférée à celle qui est constatée en B, ou est-ce qu'on va la circonscrire à celle qui est constatée en A'? Parce que parfois, les deux vont être possibles. Mais alors, est-ce qu'on aurait pu renverser? Là, on raisonne comme ça, en disant, voilà, là. Mais si on avait dit, si c'était intéressé, il avait dit, voilà, la Kula en A, Ouais. elle aurait dû impliquer la Kula en A', alors qu'en réalité, il y a une Khumra en A'. Non, parce que c'est pas le même sujet. Donc tu pourrais pas déduire d'une Kula en A. Mais est-ce que ce sujet, je veux dire, là, ok, c'est des mots, mais en réalité, c'est sang et tente, enfin, la catégorie sang os et tente, machin, c'est symétrique. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est exactement. Oui, c'est vrai que pour l'instant, on fait comme si. Non, parce que je me suis creusé la tête, pendant la semaine, à essayer de comprendre pourquoi. Alors, vous me dites pour l'expérience, je vous pose la question après le cours. Pourquoi il faut, dans un cas, pourquoi c'est pas symétrique sur Torah orale et Torah écrite? Pourquoi quand c'est là, j'ai essayé de comprendre, me dire, mais est-ce qu'il y a une distinction? Mais je la trouve pas. Oui, parce que de fait, c'est vrai que là, on est en train de dire, par exemple pour le cas du nazir, on est en train de dire que le fait que dans un cas un os et dans l'autre cas le sang, ça c'est le sujet, c'est le nocé, et d'être métamé BOL, c'est ça qui est là, que le nassou qui est la propriété. Mais à la rigueur, je pourrais dire qu'effectivement, il justifie s'il me montre, et c'est peut-être ça c'est justement, il veut me démontrer, il me dit non, il y a un rapport entre A et B qu'il n'y a pas entre A et A'. C'est-à-dire, j'aurais pu penser que la Kula de A, elle impliquait la Kula de B, mais j'avais pas de lien entre la Kula de A et la Kula de A'. Ouais. Et peut-être que c'est ça qui justifie. Non, je vois ce que tu veux dire. Ça explique que c'est pas symétrique. Il va falloir le creuser parce qu'effectivement, c'est pas évident. Et ce qu'on verra la prochaine fois avec Rabbi Tarfon, c'est que justement, cette répartition de qu'est-ce qui est sujet, qu'est-ce qui est attribut, n'est pas si évidente que ça. D'accord? Parce que parfois, on va pouvoir chambouler notre carré magique en mettant les choses dans l'autre sens. Alors, et on continue, et on finit sur ce petit paragraphe. Nosé kal vachem shem amelamed ve'alamed, diavu al shnei panim. D'accord? D'ailleurs, tu vas voir parce que déjà, il commence à évoquer ça. Il dit en réalité, ce qu'on définit comme les sujets du kal vachomer, d'accord? Donc, ce qui est 1 et 2 qui supportent les propriétés A, B ou A'B, ok? Dit, il y a deux façons d'envisager. Parfois, c'est des sujets particuliers à chaque fois. Okay? Dans le cas avec le nazir, en 1, le sujet c'est l'os, en 2, c'est le sujet c'est le sang. Okay? Les propriétés halakhiques de l'os et du sang en termes de touma, ça fonctionne quand même. Okay? C'est des sujets bien définis. Vacheni, il y a d'autres cas dans la Gemara. Et là, nishtamesh miklalut hamakom o ha'inyan hakolel pratim rabim. Parfois, on va utiliser des catégories plus générales qu'on va appeler makom. C'est des catégories. On va pas avoir des sujets particuliers, mais des catégories qui sont plus larges. Ça se contredit pas là du coup. Pourquoi? Vous l'avez dit justement, 3 paragraphes plus haut, qu'il fallait que ce soit des sujets précis. Non, il dit, il faut que, au niveau des propriétés, il faut que la propriété soit toujours particulière pour que on puisse construire l'opposition entre A et A' sur une même propriété bien déterminée. Okay? D'accord. Pas sur des trucs en général, des vagues notions d'être cal ou d'être amour. Alors du coup, j'ai pas compris ce qu'il a dit ici. C'est ça ce que je viens de te dire. Ouais. Non, mais ce qu'il a dit ici, maintenant, il dit parfois au niveau des sujets, d'accord, des sujets qui supportent les propriétés A et B. Dans notre exemple, les sujets, c'est quoi alors? Là, c'est l'os et le sang. L'os et le sang, d'accord. L'os et le sang, ce sont des objets définis objectivement, ok, et qui sont des faits, donc des objets concrets,
qui ont des propriétés halachiques. Okay. Et c'est particulier, c'est-à-dire l'os, c'est de l'os, c'est pas de la chair, c'est pas, on n'est pas en train de parler, justement, on parle de l'os et du sang, ou de la chair, on n'est pas en train de parler, en général, de morceaux de cadavres susceptibles de transmettre la touma. Okay. Ou objets susceptibles de transmettre la touma. C'est des sujets précis. Okay. Tu peux pas descendre à un degré plus bas de précision. D'accord. Après, tu rentres dans, comme on l'a vu, dans des termes de quantité. C'est atomique, on va dire. Mais il dit parfois, on utilise des catégories plus générales. On va avoir un langage comme ça. Si on a un cas où c'est Kal en A et c'est Chamour en B, dans le cas où c'est Chamour en A, ça devrait être Chamour en B. D'accord? On parle, voilà, de cas, de catégorie. OAFR, d'accord? Il mode Kula, et l'inverse si on est dans la recherche d'une Kula. Veze Nikra Begmara, Kalvachomer Shel Mekomot. Parfois la Gemara, elle précise d'ailleurs que, effectivement, c'est pas un Kalvachomer classique où les sujets sont bien définis, mais c'est un Kalvachomer de cas plus généraux. Kegon Ahu de Perek Kama de Chulin, d'accord, dans le premier chapitre de Chulin, en Kav Dalet Amudbet, de Amar, où c'est, la Gemara s'écrit comme ça. Makom She'en Avir Metame Agav, non. Makom She'en Avir Metame, Agav Metame. Makom She'avir Metame, Enodin She'yya Agav Metame, dans un cas où l'intérieur, et je fais exprès de traduire de manière ultra littérale sans paraphraser. Dans un cas où l'intérieur ne rend pas tamé, la surface extérieure rend tamé. Alors dans le cas où l'intérieur rend tamé, ne devrait-on pas en déduire que la surface extérieure rend tamé? D'accord? Mais c'est l'ilmod les keli cheres. Sheu metamem migavo mikal vachomer shel shar kelim shena metamim meaviram metamim begavam. D'accord. En réalité, de quoi il parle? Il parle des halachot, de la façon dont les ustensiles contractent une impureté. D'accord. Le cas typique, c'est comment on appelle ça? Ouais, une jarre, ok, une jarre, une soupière, une marmite. Comment est-ce que ça contracte la touma? La Torah nous enseigne des halachot dont on a du mal à comprendre la logique, mais bon, c'est comme ça, que si c'est un ustensile qui est en terre, il suffit que quelque chose de tamé, par exemple, je sais pas, un lézard mort, soit introduit dans l'espace intérieur de cet ustensile pour que l'ustensile soit impur. Okay? Sans même que ça touche les parois. Okay? Et, à l'inverse, si c'est un ustensile qui est en métal, par exemple, si ça touche la paroi extérieure, ça le rend tamé. Par contre, si c'est suspendu à l'intérieur sans toucher les parois intérieures, ça le rend pas tamé. Okay? Évidemment, si ça touche la paroi intérieure, ça le rend tamé aussi. Okay? Et donc là, on fait un kalvachomer en disant, si quelque chose qui devient tamé juste parce que c'est suspendu à l'intérieur sans toucher les parois, voilà, ça peut devenir tamé comme ça. Okay. Quelque chose qui ne devient pas tamé juste parce qu'il y a eu un truc tamé à l'intérieur sans toucher les parois. Ça devient tamé si ça touche les parois. Alors qu'elle va remettre que quelque chose qui devient tamé, même en ayant seulement quelque chose de tamé dans son espace intérieur sans toucher les parois, devient tamé si on touche les parois extérieures. Okay. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Gemara aurait pu dire ma keli cheres chez ma keli matechet sheino metame beaviro metame begavo keli cheres chez metame beaviro metame begavo.
Si déjà un keli de métal qui ne devient pas impur s'il y a un lézard qui est suspendu à l'intérieur, devient impur si un lézard touche la paroi extérieure, alors qu'Alvachomer un ustensile en terre cuite qui devient tamé, même si un lézard est seulement suspendu à l'intérieur, il devrait impur si un lézard touche sa paroi extérieure. Okay, parce que la question c'est spécifiquement sur la paroi extérieure. Okay. Mais il fait remarquer, la Gemara n'utilise pas les termes spécifiques ustensile en pierre, ustensile en terre, ustensile en métal. Elle dit makom. Elle se place au niveau de la catégorie générale. Mais elle parle quand même de pierre et de métal ou pas? Non, elle n'emploie pas ces termes-là. Nous, on sait qu'elle parle de ça. Parce que si on sait à quoi ça dit, c'est à la faute là. Mais alors comment elle fait pour définir les trois termes si elle... En fait, c'est de là dont elle les tire. Mais la façon dont elle l'exprime pas en utilisant des sujets spécifiques. Elle se place du point de vue d'une catégorie générale qui parfois a des propriétés différentes. Parce que tout ça, elle se place au niveau de la catégorie générale d'ustensile, quoi. Donc elle définit les propriétés, mais elle définit pas les objets. Voilà, elle définit les propriétés, mais elle dit que ça s'applique différemment à certaines sous-catégories d'une même catégorie générale. Ok? Oui, donc finalement, oui, les objets se définissent par leur propriété. Oui, exactement. Vélo yiched kelim ateched, vélo kelicheres. Elle n'a pas spécifié ni ustensile en métal ni ustensile en terre. Et la shina otam beshem makom. Elle en a parlé en utilisant makom, en parlant de catégorie. Vatam beshneazé uma sheyo ilbo tunseu les kaman. Elle dit bon, ça on l'expliquera plus tard. C'est quoi la différence? Mais c'est important de voir que autant au niveau des attributs, il faut toujours être spécifique, autant les sujets peuvent être simplement définis comme des sous-ensembles d'une catégorie générale et ça aura des conséquences particulières. Ok? Alors, pour la prochaine fois, il faut que vous ayez bossé, parce qu'on va se casser la tête, cette sugya de Rabbi Tarfon. En fait, je dis sugya, mais en fait c'est une Mishnah, même si elle va être analysée dans la Gemara. Il faut aller voir dans Baba Kama, Daf Kavdalet Amoudbet. Donc le traité de la Gemara Baba Kama, page 24b et suivante. D'accord, là-bas c'est la Mishnah, il faut faire la Gemara qui suit. Okay. Vous faites ça et on en parle la semaine prochaine. La semaine prochaine, Sukkot, c'est Jeudi. C'est mercredi soir. Est-ce qu'on fait cours mardi ou est-ce qu'on fait cours lundi? Si on fait lundi, je vais me retrouver dans le même dilemme que... Bon, alors on tient mardi. Lundi, vu qu'il y a chiot mardi. Mais... Oui, bon, mais ça je peux pas... Après, je m'adapterai. Non, mardi. Ok, bon, on fait mardi alors. Sauf si ma femme veut pas. C'est elle qui décide. Ah, évidemment. Ça, j'ai pas besoin de préciser. Ça, c'est l'impondérable absolu. Tu m'as dit Baba Kama, j'ai raté. 24b. Ça, c'est pour ça, c'est pour la Mishnah. Tu vas le marquer sur le coup, éventuellement. Ouais, bien sûr.